Désormais, aucun Français ne posera le pied au Faso sans mon autorisation. Capitaine Ibrahim Traoré. C'est une décision que personne n'attendait. Avec une telle franchise, une telle audace, une telle brutalité politique, le capitaine Ibrahim Traoré, homme fort du Burkina Faso, vient de frapper un grand coup sur la table des relations franco-africaines. En imposant un visa et une autorisation personnelle pour tout ressortissant français souhaitant fouler le sol burkinabé, il inverse, d'un seul trait, des décennies d'asymétrie diplomatique. Quand les Français viennent au Burkina Faso, ils sont très bien accueillis, a déclaré le capitaine avec une froideur calculée. Mais quand les Burkinabés vont en France, ils dorment dans la rue. Ils deviennent des SDF. Ils trouvent difficilement à manger. Les mots sont simples. Ils résonnent comme une gifle diplomatique. Qu'est-ce que cette mesure change concrètement pour les Français? Fini le temps où un Français pouvait atterrir à Ouagadougou avec la même facilité qu'à Marseille. Désormais, tout ressortissant français devra 1. Obtenir un visa burkinabé, délivré ou non selon la discrétion des autorités de Ouagadougou. 2. Disposer d'une autorisation personnelle, signée, approuvée, validée au plus haut niveau de l'État. 3. Respecter un mandat temporaire, une durée de séjour strictement définie. À l'expiration du délai, le retour en France est obligatoire. Pas de négociation, pas d'exception. Le capitaine Traoré est limpide. Nous allons faire œil pour œil. Les Africains sont-ils vraiment malmenés en France? C'est la question qui brûle les lèvres. Et le capitaine n'y va pas par 4 chemins. Le tableau qu'il dresse est celui d'hommes et de femmes venus d'Afrique de l'Ouest, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, qui arrivent en France avec l'espoir d'une vie meilleure, et qui se retrouvent aérés dans les rues de Paris, de Lyon, de Marseille, sans toit, sans ressources, sans dignité. Avant même d'obtenir le visa, c'est très difficile, dénonce-t-il. Les files d'attente interminables devant les ambassades, les dossiers rejetés sans explication, les humiliations bureaucratiques, et au bout du chemin, quand le visa est accordé, l'arrivée dans une France qui ne veut pas d'eux. Le capitaine pose alors la question qui tue. Comment un pays peut-il traiter avec si peu de considération les citoyens des nations qui le font vivre? Sans l'Afrique, la France s'effondre-t-elle vraiment? C'est l'argument central, la colonne vertébrale de tout le discours de Traoré. Et il mérite qu'on s'y arrête. Sans le Burkina Faso, sans la Côte d'Ivoire, sans les pays de l'Afrique de l'Ouest, la France va s'effondrer, assène-t-il. Ce sont ces pays qui nourrissent la France. Derrière cette affirmation provocatrice se cache une réalité économique que peu osent nommer à voix haute. Le cacao ivoirien dans le chocolat français, le coton burkinabé dans le textile, le manganèse, l'uranium, les terres rares, toute une chaîne d'extraction et d'approvisionnement qui alimente l'économie française depuis des générations, souvent dans des conditions dénoncées comme néocoloniales. Paris peut-il vraiment se payer le luxe de froisser Ouagadougou? Pourquoi personne ne vient au secours des Africains en France? C'est la question qui hante le capitaine. Et dans sa bouche, elle prend une dimension existentielle. Des millions d'Africains, et particulièrement des Burkinabés, traversent aujourd'hui des moments très très difficiles sur le sol français. Pourtant, aucune voix officielle ne s'élève pour les défendre, ni les associations suffisamment puissantes pour inverser le cours des choses, ni les gouvernements africains d'hier qui préféraient le confort de la France-Afrique au courage de la confrontation. Ibrahim Traoré, lui, choisit la confrontation. Cette décision est-elle légale? Est-elle réciproque? Sur le plan du droit international, la réponse est oui. Tout État souverain a le droit de décider qui entre sur son territoire et sous quelles conditions. La France le fait avec les Africains depuis des décennies. Le Burkina Faso applique désormais le même principe à l'égard des Français. La réciprocité n'est pas une révolution juridique, c'est une révolution psychologique. Car ce qui choque dans la décision de Traoré, ce n'est pas sa légalité, c'est son symbolisme. C'est l'image d'un jeune capitaine africain disant à l'ancienne puissance coloniale: tu n'es plus chez toi ici, tu es mon hôte, et comme hôte, tu respectes mes règles. Qu'est-ce que cela signifie pour les relations franco-africaines? L'onde de choc ne se limite pas au Burkina Faso. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, des capitales à Bamako, Niamey, Conakry et au-delà, les regards se tournent vers Ouagadougou. Le message est clair. Il est possible de tenir tête à Paris. Il est possible de renverser l'asymétrie. Depuis plusieurs années déjà, le sentiment anti-français monte en Afrique subsaharienne. Les bases militaires françaises ferment les unes après les autres. Les ambassadeurs sont expulsés. Les accords de coopération sont renégociés ou abandonnés. La décision sur les visas n'est pas un acte isolé. C'est le dernier acte d'une rupture progressive, méthodique, déterminée. Le capitaine Traoré va-t-il trop loin? Ses partisans répondront non, il va enfin assez loin. Trop longtemps, les dirigeants africains ont toléré une relation inégale. Trop longtemps, ils ont souri pendant que leurs compatriotes étaient refoulés aux frontières françaises, détenus dans des centres de rétention, expulsés comme des marchandises indésirables. Ces détracteurs, et ils existent, s'inquiètent des conséquences économiques. Le Burkina Faso a besoin d'investisseurs, de coopérants, d'experts. Couper les ponts avec la France comporte des risques, mais Ibrahim Traoré ne semble pas en avoir peur. Il a choisi la dignité sur la dépendance, la réciprocité sur la subordination. Et dans un continent qui cherche sa voie, ce pari résonne comme un tambour de guerre. Dieu gloire Dieu cieux. Que veut vraiment Ibrahim Traoré? Au fond, derrière les décrets et les déclarations fracassantes, que cherche le capitaine? Il veut que l'Africain soit respecté, pas toléré, respecté.
Il veut que le Burkinabé qui frappe à la porte d'une ambassade française soit traité avec la même considération que le Français qui débarque à Ouagadougou. Il veut mettre fin à cette relation, où l'un est toujours l'invité de marque et l'autre toujours le demandeur. Œil pour œil, dit-il. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'équité. La France peut-elle répondre à ce défi? Paris n'a pas encore officiellement réagi avec la force que la situation commande. Mais la pression monte, les ambassades scrutent, les diplomates calculent. Car si d'autres pays de la région emboîtent le pas au Burkina Faso, c'est toute la présence française en Afrique de l'Ouest qui vacille. La France est à un carrefour. Elle peut choisir de s'obstiner dans une posture de puissance déclinante qui refuse de voir la réalité. Ou elle peut choisir de repenser, enfin et véritablement, sa relation avec le continent africain, sur des bases d'égalité, de respect mutuel et de justice. Ibrahim Traoré, lui, a déjà fait son choix, et il l'a gravé dans les textes de loi de son pays. Désormais, quand vous venez chez nous, vous respectez nos conditions. Bienvenue au Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. Cet article est basé sur les déclarations publiques du capitaine Ibrahim Traoré et les informations disponibles au moment de sa rédaction. Au Mali, les Français sont partis. Au Niger, les Français sont partis. En Centrafrique, les bases se vident. En Tchad même, longtemps considéré comme le dernier bastion fidèle, les tensions montent. L'influence française en Afrique subsaharienne, cette présence militaire, économique, culturelle que l'on appelait pudiquement la France-Afrique, est en train de se désagréger sous nos yeux. Ibrahim Traoré saisit ce moment historique. Il comprend que la fenêtre d'opportunité est ouverte, que l'Afrique ne reviendra jamais en arrière, que le rapport de force, pour la première fois depuis des décennies, est en train de basculer. En imposant ses conditions d'entrée aux ressortissants français, il envoie un signal qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il dit au continent entier, regardez ce qui est possible quand on ose. Les autres pays africains vont-ils suivre le mouvement? C'est la question que se posent dans ce moment même tous les ministères des Affaires étrangères du continent. Et la réponse, selon plusieurs sources diplomatiques africaines, est probablement oui. Car la logique de Traoré est imparable. Si la France exige des visas de ses ressortissants africains, parfois des visas refusés après des mois d'attente, des documents humiliants à fournir, des convocations à des entretiens qui ressemblent davantage à des interrogatoires qu'à des formalités administratives. Pourquoi les pays africains ne feraient-ils pas exactement la même chose? La réciprocité, encore et toujours. Des voix s'élèvent déjà à Bamako, à Dakar, à Abidjan. Des intellectuels, des militants, des membres de gouvernement qui murmurent ce qu'ils n'osaient pas encore dire à voix haute. Le Burkina Faso vient de briser un tabou. Et les tabous, une fois brisés, ne se referment jamais. Qu'est-ce que la France a pris à l'Afrique de l'Ouest pendant des décennies? Pour saisir la profondeur de la colère d'Ibrahim Traoré, il faut revisiter l'histoire. Pas celle des manuels scolaires français qui parlent de mission civilisatrice. L'histoire telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est ressentie, de l'autre côté de la Méditerranée. Le coton burkinabé, cultivé sous un soleil de plomb par des paysans qui peinent à nourrir leur famille, part enrichir des filières textiles européennes. Le cacao ivoirien, récolté par des mains africaines, finit dans les tablettes de chocolat vendues dans les supermarchés français. L'uranium nigérien alimente les centrales nucléaires françaises, pendant que des villages entiers vivent sans électricité à quelques kilomètres des mines d'extraction. Et pendant ce temps, les dirigeants africains, ceux d'avant, ceux de la France-Afrique, fermaient les yeux. Ils signaient les accords. Ils encaissaient les rétrocommissions. Ils envoyaient leurs enfants dans les écoles parisiennes. Et ils regardaient ailleurs pendant que leur peuple s'appauvrissait. Ibrahim Traoré est la rupture avec ce système. Il n'a pas d'enfant à Paris. Il n'a pas de compte en Suisse. Il n'attend rien de la France. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour l'ordre établi. Cette mesure sur les visas peut-elle réellement améliorer la vie des Burkinabés en France? Voilà la question la plus pragmatique. Et elle est légitime. Car le problème que dénonce le capitaine, les Burkinabés qui dorment dans les rues de Paris, les SDF africains abandonnés à leur sort, ne sera pas résolu par un simple décret sur les visas. Ce problème est structurel. Il tient à des politiques migratoires françaises restrictives, à un racisme systémique que les discours officiels peinent à nommer, à une précarité économique qui pousse des hommes et des femmes à risquer leur vie pour rejoindre une Europe qui ne veut pas d'eux. Mais Traoré ne prétend pas résoudre le problème d'un coup de baguette magique. Ce qu'il fait, c'est changer le rapport de force dans la négociation. Il dit à Paris, si tu veux que tes ressortissants puissent circuler librement au Burkina Faso, et ils le veulent, parce que les intérêts économiques français au Faso sont considérables, alors tu dois traiter nos citoyens avec dignité. C'est de la diplomatie musclée certes, mais de la diplomatie. Qui sont les Burkinabés qui souffrent le plus de la politique migratoire française? Ils ont un visage, plusieurs visages. Aliou, 28 ans, parti de Ouagadougou avec l'espoir de poursuivre des études en France. Refusé 3 fois au visa. La 4e fois, accepté, mais avec des conditions si restrictives qu'il s'est retrouvé sans ressources légales dès la fin de sa première année universitaire. Fatimata, 34 ans, commerçante, qui voulait simplement rendre visite à sa sœur installée à Lyon depuis 10 ans. 6 mois d'attente. Un refus. Une lettre administrative froide et sans appel. Moussa, 45 ans,
entrepreneur, qui tentait d'établir des partenariats commerciaux avec des entreprises françaises. Ses homologues français venaient au Burkina Faso sans la moindre difficulté. Lui, pour aller signer des contrats à Paris, a dû fournir un dossier de 40 pièces justificatives, attendre 4 mois et essuyer un refus au motif que ses garanties de retour étaient insuffisantes. Ces histoires, Ibrahim Traoré les connaît. Elles sont celles de son peuple et elles lui sont insupportables. Le Burkina Faso risque-t-il de s'isoler diplomatiquement? C'est l'argument que brandissent les détracteurs du capitaine. En se brouillant avec Paris, en imposant ses mesures restrictives, le Burkina Faso ne risque-t-il pas de se retrouver seul, coupé du monde, privé des financements et des coopérations dont il a besoin pour se développer? La réponse de Traoré à cet argument est connue. Elle tient en quelques mots. L'Afrique ne manque pas de partenaires. La Russie est là. La Chine est là. La Turquie est là. L'Iran, le Brésil, l'Inde, le monde entier se dispute l'accès aux ressources africaines. La France n'est plus le seul guichet. Elle n'a plus le monopole de la coopération, du financement, du savoir-faire technique. Et Traoré l'a compris avant beaucoup d'autres. Dans un monde multipolaire, un petit pays souverain a des options. La dépendance exclusive à Paris est un choix politique, pas une fatalité géographique. Quelle est la vision économique derrière cette décision politique? Car il y a une vision. Ne pas le voir serait une erreur. Ibrahim Traoré ne veut pas seulement humilier la France, il veut construire quelque chose. Il veut un Burkina Faso qui transforme ses matières premières sur son sol, qui crée de la valeur ajoutée localement, qui forme ses ingénieurs, ses médecins, ses enseignants, et qui les garde au lieu de les voir partir vers des capitales étrangères. La décision sur les visas s'inscrit dans cette logique globale. Si les experts français veulent venir travailler au Burkina Faso, et l'économie burkinabé en a besoin, ils viendront. Mais ils viendront dans le cadre d'une relation négociée, équilibrée, respectueuse. Pas dans le cadre de l'ancienne relation où le blanc arrivait avec ses certitudes et repartait avec ses profits. Le capitaine veut des partenariats, pas des tutelles. Ibrahim Traoré a-t-il peur des représailles? La question est directe. La réponse l'est tout autant. L'histoire de l'Afrique postcoloniale est jonchée de cadavres de dirigeants qui ont osé défier Paris. Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, est mort assassiné en 1987. Muammar Kadhafi a été éliminé en 2011, peu après avoir commencé à parler d'une monnaie africaine commune. Patrice Lumumba, au Congo, a payé de sa vie son désir d'indépendance réelle. Ibrahim Traoré sait tout cela. Il ne peut pas ne pas le savoir. Et pourtant, il avance, il parle, il décide, il signe. Est-ce du courage, de l'inconscience, une combinaison des deux? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas seul. Il a derrière lui un peuple qui, pour la première fois depuis longtemps, voit dans son dirigeant quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui partage sa colère, ses humiliations, ses rêves. Et cette légitimité populaire, aussi fragile soit-elle, est sa meilleure protection. Que dit l'Afrique profonde de tout cela? Dans les marchés de Ouagadougou, dans les quartiers populaires de Bamako, dans les villages du Sahel où l'électricité arrive encore par intermittence, la réaction est la même, fierté. Une fierté mêlée d'incrédulité. Parce que pendant si longtemps, les peuples africains ont vu leurs dirigeants plier, s'incliner, s'excuser. Ils ont vu des présidents africains en costume cravate serrer la main de leurs anciens colonisateurs en souriant. Ils ont vu leurs ressources partir, leur cerveau partir, leur dignité partir. Et voilà qu'un homme, un capitaine de 35 ans, décide de dire non. Pas poliment, pas diplomatiquement. Non, avec tout ce que ce mot porte de définitif et de libérateur. Pour des millions d'Africains, Ibrahim Traoré n'est pas seulement le président du Burkina Faso. Il est le symbole de quelque chose de bien plus grand. Il est la preuve que la résistance est possible, que la dignité est récupérable, que l'histoire peut parfois tourner dans le bon sens. Nyugyuruso. Quel message Ibrahim Traoré envoie-t-il aux générations futures? C'est peut-être là l'essentiel. Au-delà des visas, au-delà des mandats temporaires, au-delà des tensions diplomatiques avec Paris, ce que le capitaine est en train de faire, c'est écrire un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Un chapitre qui dit aux enfants du Sahel, aux jeunes de Ouagadougou, aux étudiants de toute l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Vous n'avez pas à mendier votre place dans le monde. Vous n'avez pas à subir ce que vos parents et vos grands-parents ont subi.